Bonjour Madame Obna, donc nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Donc pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes journaliste, grand reporter au Monde et après avoir fait de nombreux reportages à l'international, vous vous êtes plus récemment intéressé à des sujets en France. En tant que journaliste, quelle est votre principale motivation ? Ma principale motivation, c'est surtout la curiosité, c'est-à-dire il se passe quelque chose, alors quelque chose d'important, de grand, de petit. Et l'intérêt de la profession de journaliste, c'est que vous êtes légitime à aller voir, légitime à poser toutes les questions que vous voulez. Et donc, c'est vraiment ma motivation, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un sujet dans le monde ou en France que vous regrettez de ne pas avoir couvert en tant que journaliste ou que vous souhaiteriez couvrir à l'avenir ? Plein, c'est terrible. C'est un métier de frustration. Chaque fois que je vois que quelque chose se passe, je me dis pourvu que j'y aille. Alors, il y a des pans entiers de la planète où je suis peu allée et où je regrette, enfin j'espère y aller un jour. Un sujet que j'aurais aimé couvrir et que je n'ai pas couvert, ça va vous paraître très étrange, c'est l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, qui me semblait à la fois très intéressant et emblématique des grandes catastrophes aujourd'hui industrielles et qui, je pense, préfigurent tout ce souci sur l'environnement et l'extrême industrialisation poussée à bout. Et donc je pense que c'est vraiment les sujets de demain, c'est-à-dire que de plus en plus, y compris en France, il y a des réfugiés climatiques, il y a toute cette problématique-là, et ça me semblait quelque chose de passionnant à couvrir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution du métier de journalisme ces dernières années, avec notamment l'importance prise par les réseaux sociaux ? Alors l'importance des réseaux sociaux, elle est prépondérante. Donc la grande différence, c'est que à la place d'avoir une journée pour faire un papier, pour faire un article, pour faire une émission, on a 1 minute. Donc ça change considérablement les choses. Et comme toujours, quand quelque chose évolue et qu'il faut aller, par exemple, de plus en plus vite, le contraire commence à s'esquisser dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'un côté, on voit 10 fois plus vite, et de l'autre, les journaux, les rédactions en chef, les chefs des journaux, se rendent compte que ça va, entre guillemets, trop vite presque. Et donc en parallèle, ils vont vous demander des papiers beaucoup plus longs et beaucoup plus fouillés, davantage qu'avant les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont instauré dans notre travail à la fois le plus rapide et le plus long. Donc c'est une chose différente. L'autre chose particulière, c'est que, bien sûr, beaucoup plus de gens peuvent diffuser de l'information et qu'une nouvelle qui mettait un certain temps à arrive, ça démultiplie. C'est comme une pédale d'accélérateur sur l'ensemble de la presse. La liberté d'expression est au cœur de votre métier de journaliste. Est-ce que parfois, justement, vous avez été amené à vous autocontraindre de ce point de vue-là, et quelles limites fixez-vous à cette liberté ? Alors, la limite de la liberté, moi, je ne la vois pas. Je ne la souhaite pas. Par contre, il faut être extrêmement clair sur une information vérifiée, ne pas mettre les gens qui vous interviewent en danger. Je me souviens, par exemple, d'une interview qu'avait fait CNN au moment des premières révoltes en Syrie. Ils avaient interviewé des citoyens qui étaient dans une école et qui protestaient contre le régime. Et CNN avait à peine quitté ce lieu qu'il a été bombardé. Et donc, les gens avaient été vus comme opposants et donc bombardés pour ce qu'ils avaient dit. Donc ça, évidemment, on ne vous interdit pas de les interviewer, on ne vous interdit pas de relayer la contestation à un chef d'État, mais en revanche, vous le faites vous-même, vous vous contraignez vous-même parce que vous mettez la vie de vos interlocuteurs en danger. Donc c'est sûr que tout ça est évidemment à sous-peser, et c'est très compliqué, parce que là où la liberté d'expression est le plus en danger, c'est cette contrainte-là qui pèse. C'est-à-dire que les journalistes sont certes en première ligne aussi, mais c'est d'abord votre interlocuteur que vous devez protéger, avant vous-même. Et donc souvent, la contrainte naît de ça. C'est-à-dire que en Algérie, ça m'est arrivé aussi très souvent de renoncer à des interviews, de renoncer à diffuser ou à utiliser des interviews pour ces raisons-là. Je savais que les gens pouvaient être après inquiétés, avoir des problèmes, eux ou leur famille. D'ailleurs, souvent c'est sur la famille qu'on fait pression. Et donc je ne l'ai pas fait pour ces raisons. Donc la limite, c'est à ça que je la vois. C'est-à-dire il faut pouvoir protéger ceux qui vous aident. Mais pour le reste, je pense qu'il faut que la liberté, il faut la gagner de plus en plus.
Depuis quelques années, nous sommes submergés par les informations et les plus jeunes en particulier peuvent être victimes des fake news. Quels conseils pourriez-vous donner à nos auditeurs afin qu'ils puissent faire la distinction entre une fake news et une information fiable ? Alors, là où vous avez raison, c'est que c'est vrai que les fake news, on pose souvent la question aux journalistes, les fake news, est-ce que c'est un danger pour vous ? Alors, pour un journaliste, non, d'une certaine façon, c'est-à-dire que un journal, et d'ailleurs vous le voyez dans beaucoup de rédactions, les journaux ont tous intégré une cellule qui s'occupe de détecter les fake news et d'essayer de rétablir en tout cas la réalité des faits. Donc ça c'est une vérité. Donc nous on a des moyens, des structures et une façon de pouvoir en tout cas nous débrouiller dans ce secteur-là. La grande différence, c'est pour vous autres, j'allais dire, pour vous autres auditeurs, pour vous autres lecteurs, et c'est vous qui êtes en première ligne sur les fake news, c'est-à-dire on ne peut plus tout simplement lire ce qu'on voit écrit, alors pas sur le journal mais sur l'ordinateur, comme on le faisait il y a 30 ans en disant c'est dans le journal, c'est vrai, c'est vérifié. Donc ça en a l'apparence, mais ça ne l'est pas. Alors comment s'en sortir ? C'est que le grand problème avec les fake news, c'est que vous voyez écrit par exemple Notre-Dame brûle. Voilà, c'est une actualité du jour. Et vous dites mais est-ce que c'est vrai ? Donc vous allez creuser pour savoir si c'est vrai. Et en fonction de la source de l'information, en voyant d'où elle vient, qui la publie, etc., vous avez déjà une indication. Et là je prêche quelque chose d'impossible. Pour bien montrer ça, il faudrait pouvoir dire est-ce que c'est vrai qu'elle brûle ? Et donc chercher sur Internet, Notre-Dame brûle-t-elle ? Et donc en fait, il faut, à chaque fois que vous avez une information, essayer chercher ce que vous cherchez, Notre-Dame brûle, ou le Dubaï est-il un pays en crise ? Voilà. Et quand vous avez bien fait votre recherche, vous partez de l'autre côté, vous dites et si Dubaï n'était pas en crise ? Qu'est-ce qu'on me dit si je dis Dubaï n'est pas en crise ? Et là, vous commencez à pouvoir pondérer. C'est-à-dire que les fake news vous obligent parfois à penser contre vous-même, j'allais dire, contre ce qui serait votre première impression. Et il faut vraiment s'adjoindre, se forcer à faire cet exercice-là. Les relations entre médias et opinion publique ne sont pas toujours simples. Donc, compte tenu de votre expérience, pensez-vous que ce sont les médias qui vont façonner l'opinion publique en général, ou qu'au contraire, ils s'adaptent à cette dernière ? Ah, c'est une question passionnante. Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est assez particulier parce que les journaux qui vont par exemple parler d'un type d'information comme, allez, donnons un exemple banal, l'héritage de Johnny Hallyday. Même ici, vous en avez entendu parler. Oui. Donc l'héritage de Johnny Hallyday, vous dites quel intérêt ça a de savoir qui va hériter de Johnny Hallyday. Et les rédacteurs en chef vont dire oui mais regarde, ça a été l'article le plus consulté. Donc il va dire on le traite parce que c'est l'article le plus consulté. Et donc malheureusement Internet a encore augmenté ça, c'est-à-dire que pendant longtemps la seule mesure d'auditeurs était sur la radio et sur la presse télévisuelle, où on pouvait, grâce à Médiamétrie, qui est un instrument de mesure, savoir qui regardait quelle émission, jusqu'à quel point, etc. Et la presse écrite, par grande chance, on y échappait. Alors on avait quelques marqueurs du genre quand on fait la une du journal sur tel sujet, est-ce que ça vend plus que si on fait sur tel autre ? Je vous donne un exemple. Quand on fait la une sur l'international, sur les problèmes internationaux au monde, on vend moins que si on fait la une sur les problèmes nationaux. En gros, c'est des données assez brutes, assez basiques. Maintenant, malheureusement, avec Internet, tous les journaux sont en ligne, y compris les journaux papier. Vous pouvez lire le même journal, mais sur un écran. Et là, vous savez à quelle ligne le lecteur s'arrête. Là, vous savez quel est l'article le plus lu. Et donc, la belle vie est terminée pour nous, où on ne savait pas qui lisait quoi. On disait, moi, je le fais parce que c'est mon boulot. Et donc, les choses sont devenues un peu compliquées. Mais je pense que la plupart des journaux essayent quand même de faire attention à ça. Essayent de dire, par exemple, je vous le disais, les unes faites sur l'international sont les moins lues, les moins vendeuses. Mais en revanche, c'est la rubrique qu'on a néanmoins choisie pour ouvrir le journal. Nous, quand on ouvre Le Monde, on tombe sur l'international en premier, volontairement, en disant voilà, nous, c'est ça qu'on met en avant, nous, c'est... Et alors, je profite d'être dans un lycée avec des gens cultivés comme vous pour dire, Jean-Paul Sartre, donc le philosophe français, avait une très jolie formule. Il disait, quand je lis un journal, les articles doivent être comme des cartes postales qui me sont personnellement envoyés. Et c'est ça aussi l'intérêt de notre métier. C'est-à-dire, prenons la guerre au Yémen, par exemple. La guerre au Yémen, pour un lecteur français, c'est très loin. C'est pas le centre géopolitique auquel il est habitué à s'intéresser. Il va se dire, la guerre au Yémen, ça lui semble quelque chose de très très loin de lui. Moi, journaliste, quel est-il mon travail ? C'est d'aller au Yémen
et de le lui raconter et de le faire intéresser au Yémen. C'est-à-dire le Yémen, il s'en fiche, mais je vais lui prouver que c'est le pays le plus intéressant du monde et que ça le concerne. Et il y a ce côté un peu comme ça de passeur, de passage d'informations d'un journal, comme peuvent l'être certains professeurs d'ailleurs. Quand par exemple, moi je me souviens de l'année, j'ai toujours détesté les mathématiques, pardon, et l'année où j'avais un prof de maths extraordinaire et où j'ai aimé les maths, et ben le journaliste doit être celui qui fait s'intéresser au Yémen. Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de prendre les choses. En 2009, vous êtes parti 6 mois à Caen pour mener une enquête de terrain en totale immersion afin de mieux saisir ce qui était la crise. Le fruit de cette enquête est votre livre Le Quai de Ouistreham, qui raconte le quotidien précaire des femmes de ménage. Plus récemment, vous êtes allé à la rencontre des Gilets jaunes afin de saisir de l'intérieur leur motivation. Lors de ces expériences, est-ce que parfois vous n'avez pas eu la crainte de perdre en objectivité, compte tenu de la proximité créée avec les gens ? Et est-ce que vous envisagez de refaire une enquête en totale immersion comme à Caen ? Alors, la première des choses, c'est vrai, comment se débrouiller avec des personnes pour ne pas perdre en objectivité. Alors souvent, on le reproche aux personnes qui couvrent la vie politique. Donc on va dire, regardez les questions qu'il a posées à tel homme politique, tel président, etc. Il est beaucoup trop gentil, voilà, donc manque d'objectivité. Et vous faites bien de le souligner, on le dit peu pour des gens, j'allais dire ordinaires dans un sens plein du terme, c'est-à-dire, voilà, c'est vrai que les Gilets jaunes, on passe 10 jours avec eux, il n'y a aucune pression ni politique ni autre, mais on a tendance à voir les choses avec leurs yeux, à voir la vie avec leurs yeux, à voir le problème avec leurs yeux, à partir du moment où on passe un certain temps avec eux. Il faut faire très attention à ça et rester toujours en éveil par rapport à ça. Donc, je vous donne un exemple. Vous arrivez tous les matins, c'est pareil, prenez le café, vous êtes copine avec un tel, copain avec un tel. Donc, voilà, vous êtes de plein pied. Au bout d'un moment, vous connaissez la vie. On vous a demandé à vous aussi, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants. Enfin, voilà, on a un peu plus fait connaissance. Et voilà, et on en est là. Et on était en train de discuter comme ça, très chaleureusement, tout allait bien. Quand arrive une dame sur le barrage en disant, une femme avec laquelle j'avais beaucoup sympathisé, qui dit « Ah ben, moi aussi je suis un peu raciste ». Alors tout à coup vous la regardez tout à fait autrement que la façon dont vous l'aviez regardée. Et je suis raciste qu'avec les gens de 18 à 25 ans. Et donc s'installe une conversation surréaliste avec des gens que vous aviez trouvés très sympathiques 10 minutes plus tôt. Parce que tout à coup le sujet, un autre sujet est sorti, donc vous avez un effet de distance effrayant d'un coup. Et de façon incroyable, à ce moment-là, une dame est arrivée avec un plat de couscous. Je me suis dit, on dirait un fait exprès. Et donc voilà. Donc, et après, c'est sûr qu'on ne sait plus quoi faire de cette information. Et le métier de journaliste, il est soit de dire, regardez, j'étais sur ce rond-point, et tout à coup on s'est mis à parler, et les gens se sont mis à dire des choses racistes, etc. Et donc, dans mon article, je vais écrire cette information sur le ton, ils ont révélé leur vraie nature, parce que les Gilets jaunes sont racistes. Et là, je me retrouve à faire une généralité qui n'a rien à voir, certainement, avec la réalité. Les Gilets jaunes sont extrêmement nombreux, il y a visiblement des racistes, il y a aussi des gens qui ne sont pas racistes, et donc, on ne peut pas le généraliser. Et de l'autre côté, je me dis, exactement ça, je me dis, non, on ne peut pas généraliser. Si j'écris ça, ça va être problématique, parce qu'on va les prendre tous pour des racistes, donc je ne vais pas l'écrire. Mais c'est pas bien non plus. Parce que la réalité est qu'il y a des gens racistes, qu'on en parle d'une façon aussi légère, que je trouve choquante, mais tout le monde ne l'est pas. Et donc la difficulté pour un journaliste, c'est ni de le montrer comme la chose qui va résumer les Gilets jaunes, une bande de racistes déguisés en jaune, ni le dire, écoutez, moi je suis devenue très copine avec les Gilets jaunes, elle je l'aime bien, oh, elle dit ça comme ça, mais on va le planquer. Hein, on va cacher la chose sous le tapis pour les faire bien voir. Et donc, la difficulté d'un journaliste est de raconter, de dire voilà, la scène, c'est celle-là. Et la raconter telle que je vous la raconte et l'écrire comme ça dans un journal. Et finalement, un exercice assez compliqué. Alors, dans les deux cas, vous allez à chaque fois enquêter sur ce que les médias nomment parfois la France d'en bas. Est-ce que l'un de vos objectifs était de changer le regard qu'on peut avoir sur les plus précaires ? Alors, il était celui-là, c'est sûr. Et surtout, je pense que l'idée était d'enquêter, en tout cas de mettre en lumière ceux qu'on ne voit pas. Donc, qu'ils soient en bas ou en haut, par exemple. Et pendant les élections, on vous demande, quand vous êtes journaliste, qu'est-ce que tu veux couvrir ? Alors, on vous propose de couvrir le Parti Socialiste, par exemple. On vous propose en général de couvrir un parti ou une personnalité. Et mon grand combat au journal, c'est de dire, mais dans élection, il y a élu, mais il y a aussi électeur.
Et donc il faut aussi couvrir les électeurs. Et ça, c'est vrai aussi en temps non électoral, c'est-à-dire que la France n'est pas simplement composée d'une petite élite politique, médiatique, économique, etc. Elle est aussi composée d'une masse de gens dont la vie est tout aussi intéressante. Et il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que dans les années 50-60, il y a eu une petite révolution dans l'étude de l'histoire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on étudiait l'histoire comme quelque chose qui raconte la vie des rois, des reines, des puissants, pour dire comme ça. Mais les citoyens, on voyait comme une masse qui, de temps en temps, prenait la Bastille, ou de temps en temps se révoltait, ou applaudissait, mais pas comme des individus. Et cette école historique, qui s'appelle l'école des Annales, c'est un courant d'historiens, a décidé d'étudier l'histoire aussi pour qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passait dans la rue, de prendre la population dans son entièreté et d'étudier l'histoire à travers elle, l'histoire ancienne, toute l'histoire, et pas simplement sur les classes dites hautes ou dites décidantes. Et je pense que les journaux n'ont pas assez fait cette révolution-là. C'est-à-dire qu'ils continuent, comme les historiens avant les années 50, à ne traiter que les rois, les reines et les puissants. Et quand j'essaye de faire justement ce travail dont vous parlez, j'essaye de faire ça, c'est-à-dire de raconter, pour moi, rentre dans l'actualité la vie de tout le monde. À la fin de votre ouvrage, vous écrivez en parlant de vos retrouvailles avec Marguerite, je cite, « Ce sont de vraies retrouvailles, avec des rires et des souvenirs sous le néon gris du couloir. Je n'en finis pas de lui demander des nouvelles, pour retarder le plus possible le moment où cette bulle d'intimité va éclater. » Donc on comprend que vous craignez qu'en lui révélant votre véritable identité et le fruit de votre travail, et donc que vous appréhendez sa réaction. Finalement, quelle a été justement cette réaction? Et certains ont-ils pu se sentir trahis ou au contraire ont-ils compris votre démarche? Au début, quand je me suis lancée dans cette initiative, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de la manière dont elle allait être reçue par les gens avec lesquels j'allais travailler, les femmes avec lesquelles j'allais travailler. Je me suis dit, voilà, je vais raconter la difficulté de leur travail, et d'une certaine manière, c'est bien pour elles, c'est-à-dire je vais expliquer combien leur travail est dur, combien elles sont mal payées, en espérant bien sûr que les choses changent, que ces conditions de travail changent. Mais je me suis dit, comme je fais ça, je suis d'une certaine façon à leur côté, pas de leur côté, mais à leur côté, elles ne peuvent pas mal le prendre. Et en fait, plus le temps avançait, plus je me suis rendu compte que la démarche était ambiguë. Et en fait, quand à Marguerite comme à d'autres, je leur ai annoncé que j'étais journaliste, ça n'a pas du tout été une bonne surprise pour elles. Et leur première réaction a été justement de m'en vouloir beaucoup. Leur première réaction a été, comme vous le dites, de se sentir trahie pour certaines d'entre elles. Et pour beaucoup, de dire, mais de quel droit tu faisais ça? Je l'ai d'abord annoncé à des personnes qui travaillaient avec moi à Ouistreham, donc ce fameux ferryboat. Donc c'était un groupe de femmes qui m'a entourée. J'ai vraiment cru qu'elles allaient me balancer à l'eau. Finalement, c'était sur le quai à côté de la mer. Moi, je pensais porter leur parole, d'une certaine façon, sans être porte-parole, mais en tout cas révéler leurs conditions de travail. Et en fait, elles l'ont pris par « on est maltraité au travail, pas assez payé ». Et en plus, on ne proteste pas. Donc non seulement on montre combien on est humilié au travail, mais combien on est, je cite leurs mots, idiote de ne pas réagir. Et donc elles l'ont pris comme une façon de plus de les maltraiter, plutôt que de les sortir de là. Et ce qui a un petit peu rattrapé l'affaire, c'est le fait que le livre a eu un certain succès. Et ce succès, et ça m'a fait très plaisir, elles se le sont appropriées. C'est-à-dire qu'elles ont dit, si les gens trouvent le livre bien, c'est qu'on est bien, c'est qu'on est finalement des filles bien. Finalement, les choses se sont rejointes comme ça, mais c'est vrai que le début a été très compliqué. Et ça a été pour moi une vraie leçon de journalisme, au sens où on croit que, parce que vos intentions, en tout cas, sont bonnes, elles vont être comprises et acceptées. Et en fait, non. C'est pas parce que vous pensez bien faire, vous avez des bonnes intentions, et vous êtes, alors pour le coup, avec beaucoup d'empathie pour ces femmes. C'est pas pour autant qu'elles vont éprouver la même chose. Une adaptation au cinéma de votre livre Le Quai de Ouistreham est prévue dans les prochains mois. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette proposition d'adaptation et est-ce que vous avez des attentes particulières au sujet de ce film? Au début, je voulais pas faire ce film. Parce que, ce film, celui-là ou un autre d'ailleurs, je ne voulais pas que le bouquin soit adapté. Parce que quand vous travaillez sur une réalité sociale, beaucoup de personnes, par exemple, vont vous suspecter en disant voilà, il y a des pauvres, mais tu fais un bouquin sur les pauvres et tu gagnes de l'argent finalement sur les pauvres. Comme à certains journaux, on va vous dire voilà, vous mettez en une tel fait divers très sanglant ou telle guerre, vous faites votre argent sur le malheur des gens. Et ça c'est une critique très, très souvent faite à la presse.
C'est-à-dire, vous vivez du malheur de l'humanité, en fait. Bien sûr, je ne le prends pas comme ça. Moi, je fais ça pour faire bouger les choses. Je ne fais pas ça pour que le malheur reste le malheur. Je fais ça, bon. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a toute cette ambiguïté autour. Et le secteur du cinéma est un secteur avec une économie, avec beaucoup d'argent, avec des stars, des vedettes, etc. Et je ne voulais pas qu'on parle beaucoup d'argent autour de ce livre. Et ça me semblait préjudiciable d'en faire une adaptation avec des stars et avec des montants financiers importants, etc. Même si c'est pas moi qui vais les toucher d'ailleurs. Hein. Mais enfin, ça me semblait propice à continuer cette confusion autour de ça, autour de on fait de l'argent avec. Voilà. Et en fait, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Emmanuel Carrère, qui m'a proposé bien plus tard de l'adapter, enfin très récemment, alors que le bouquin a déjà 10 ans. Et donc, j'aime beaucoup ce que fait Emmanuel Carrère, donc ça m'a plu de savoir ce qu'il allait faire avec ce livre. Il travaille pas du tout là-dessus d'habitude. Et donc, j'ai accepté vraiment pour cette raison-là. Donc, en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il va faire de ce livre ? Mais en revanche, je ne me suis pas du tout mêlée de sa façon de travailler. C'est-à-dire, il m'a proposé de lire le scénario et j'ai refusé. Et il m'a proposé de participer et j'ai refusé. Et ce qui m'intéressait, ça me semblait une bonne façon de continuer à faire vivre cette cause-là, parce que bien sûr, le travail précaire, les choses ont un peu changé, mais pas assez à mon goût. Donc je me dis, après tout, c'est pas mal d'en remettre une petite couche maintenant. Donc ça, c'est une des raisons qui m'a plu. Et l'autre raison, c'est que je pense que moi, j'ai fait un livre et qu'il faut laisser les gens travailler. Donc il fait un film et il fait son film. Je voulais pas me mettre en travers de son travail à lui. Donc je m'en suis pas beaucoup mêlée, en fait. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aux lycéens qui souhaitent devenir journalistes ? Alors, le conseil que je souhaite leur donner, c'est d'abord de faire attention, parce que les études de journalisme sont devenues de plus en plus complexes. C'est-à-dire que quand moi je me suis lancée dans les études de journalisme pour rentrer dans des écoles qui est aujourd'hui la voie d'accès principale. Enfin, 99,9% des gens ont fait une école de journalisme. Et moi, quand je l'ai faite, il suffisait d'avoir le bac. C'était pas mon cas, mais on pouvait rentrer dans une école de journalisme avec le bac. Et aujourd'hui, il faut, je sais plus si c'est une licence ou un master, enfin un des deux. Je pense que c'est une licence. Et donc, ça fait déjà 3 ans d'études. Ensuite, de plus en plus de personnes veulent être journalistes. Donc, le concours, pour moi, enfin, on était peut-être à 1 sur 10. Maintenant, c'est 1 sur 100. Donc, est devenu difficile. Donc, vous allez vous mettre dans un parcours d'obstacles très compliqué et long à faire des études. Pour un débouché professionnel qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles, grosso modo en France, pour vous donner des chiffres, 450 élèves journalistes sortent chaque année des différentes écoles. Et il y aura peut-être du travail pour 50-75. Donc que vont faire les autres après des études longues, c'est-à-dire une licence, une école de journalisme qui fait 2 ou 3 ans, parfois on a raté une fois le concours, donc vous rajoutez encore une année. Donc vous vous lancez dans des études longues avec lesquelles vous ne pourrez pas faire grand-chose si vous n'êtes pas journaliste, puisque vous avez fait des études de journalisme, vous n'allez pas être médecin, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc il faut vraiment avoir la vocation. C'est-à-dire que moi, dans ma classe de journalisme, quand j'y étais, on est une cinquantaine, c'est toujours un peu ça. Et je pense que 1 sur 2 a finalement fait autre chose que journaliste. A fait de la communication, il y en a un qui est devenu médecin justement, qui a repris d'autres études, un est parti à l'étranger, enfin tout le monde a eu et 1 sur 2 est devenu journaliste. Et aujourd'hui, je ne sais pas 1 sur combien devient effectivement journaliste. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de s'y lancer et que ça devienne de plus en plus malheureusement un métier de grande vocation. C'est-à-dire qu'on dit c'est ça ou rien. Parce que sinon c'est une voie aride, compliquée pour un résultat incertain. Mais c'est le plus beau des métiers à l'arrivée, hein, ça je vous le dis tout net. Donc je ne souhaite pas décourager les gens, et au contraire, je pense qu'on attend vivement la relève, parce que je pense que votre génération, la génération numérique, elle va avoir un autre regard que nous sur l'actualité, une autre façon de faire. Et ça a déjà beaucoup changé, c'est-à-dire que des jeunes gens qui arrivent aujourd'hui, moi quand je commençais les études de journalisme, et qu'on a commencé à écrire, j'écrivais mes articles comme 100 ans plus tôt. Enfin, avec quelques détails en moins, mais enfin, la manière d'écrire, la façon de raconter, les techniques étaient comme celles de 100 ans plus tôt. Les jeunes gens qu'on embauche aujourd'hui, personne n'écrivait comme eux. Ils écrivent autrement, ils emploient autrement les choses, et c'est formidable. Et ils font évoluer le métier à grands pas. Et donc, plus il y en aura, mieux je pense que vraiment on vous attend, quoi. Et donc, l'idée est vraiment celle-là, c'est-à-dire que bienvenue à ceux qui arrivent, parce que d'une certaine façon, c'est eux qui vont nous donner des leçons, et c'est un grand plaisir. On sait que vous n'aimez pas les maths, mais la question que nous posons à chaque adulte que nous recevons ici, c'est quel souvenir gardez-vous de vos années de lycée, pardon. Souvenirs de mes années de lycée. Moi, je les ai beaucoup aimés.
C'était presque celle que j'ai préférée. Primaire, ça m'a pas plu. Je trouvais ça trop contraignant, quoi. On pouvait rien faire jamais, des autorisations pour tout. Collège, c'est une espèce de confusion, de brouhaha, etc. Et lycée, on commence à faire sa vie, à savoir ce qu'on aime, à choisir ce qu'on va faire, voilà. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé les années lycée, et j'avais la chance d'être dans une école un peu comme la vôtre. Ici, j'étais à Bruxelles, j'habitais Bruxelles, et j'étais dans une école qui s'appelle l'école européenne, et qui était une école où allaient les enfants dont les parents travaillaient à l'Union européenne. Et donc, il y avait des élèves de toutes les nationalités, une section allemande, italienne, etc. Donc, on était très mélangés. Et c'était tellement bien. C'est-à-dire, on avait beaucoup de matières, la musique, le sport, etc. étaient avec des gens de notre âge, mais d'une section linguistique autre, avec les Italiens, avec les Allemands, avec les... Bon. Et du coup, ça donnait parfois, quand on est dans une classe, il y a un petit peu un enfermement. Tous les élèves de la classe sont toujours les mêmes ensemble, etc. Et là, on était tout le temps brassés avec d'autres personnes, et j'ai adoré ça. Et donc, j'ai gardé par chance des très bons amis d'enfance de ce collège, cette école. Pour moi, c'était des années formidables. Et elles étaient d'autant mieux, et ça va vous rappeler ici aussi, c'est que des gens qui font leurs études à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, bien souvent, ils savent qu'ils ont beaucoup de chance, en tout cas, de rester dans la ville où ils sont, et c'est peut-être là qu'ils vont faire leurs études. Nous, cette école européenne, tout le monde, on savait qu'à la fin, après le bac, tout le monde allait partir ailleurs, tout le monde allait partir dans son pays, ou aller savoir où. Et donc, chaque jour avait un parfum de dernière fois. On ne sera plus ensemble après. Est-ce qu'on pourra se revoir parce que toi, tu seras en Italie, toi, tu seras en Allemagne, toi, tu seras en France, etc. Et donc, vous savez, c'est comme quand on sait qu'on va devoir se dire adieu, il y a une intensité des choses. Et il y avait cette intensité. Cette intensité en disant on ne s'oubliera jamais, non, on ne s'oubliera jamais, etc. Et c'était des très belles années. Merci beaucoup. Merci à vous.